I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza pursuant to a state policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the two individuals. Bonjour les amis. Alors, une petite vidéo un peu à l'arrache, alors vous serez indulgents sur la présentation, sur le montage que je vais essayer de faire. J'ai pensé que c'était utile, c'était peut-être même important, compte tenu de la décision qui a été annoncée par le parquet de la Cour pénale internationale d'ouvrir des poursuites et assorties de demandes de délivrance de mandats d'arrêt, à la fois contre les dirigeants du Hamas pour ce qui s'est passé le 7 octobre et contre deux dirigeants de l'État israélien, en l'occurrence Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, et Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense. Alors, je crois que c'est très important parce que naturellement, derrière, c'est parti dans absolument tous les sens. On a vu une levée de bouclier de la part de tous ceux qui soutiennent bec et ongle, sans discernement très souvent, de façon d'ailleurs malheureuse, l'État d'Israël dans toutes ses dérives et dans tous ses errements. Et il y a nécessité d'une certaine clarté. Alors c'est intéressant d'ailleurs dans ceux qui se dressent, s'élèvent contre cette décision. Il y a bien évidemment ceux qui font référence à un soi-disant antisémitisme, ce qui est dérisoire. Mais il y a aussi ceux qui pointent les mauvaises informations en les qualifiant de désinformation antisémite, ce qui n'est pas très sérieux non plus, parce que ça permet d'éviter la question de fond, mais ça montre bien qu'il faut essayer de clarifier. Alors, je vais manipuler ma petite tablette parce que j'ai pris quelques petites notes pour éviter de me perdre dans des circonvolutions juridiques et judiciaires qui sont souvent assez complexes. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler, au contraire de ce qu'a commencé à faire ce pauvre Mélenchon, qui court tweeter à toute allure et qui a une fois de plus confondu la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Alors, je rappelle quelques éléments fondamentaux. La CIJ est une juridiction ancienne. C'est la juridiction officielle de l'ONU, qui a été créée en même temps que l'ONU au moment de l'adoption de la charte. Bien. Cette juridiction est chargée d'arbitrer les litiges qui peuvent intervenir entre les entités étatiques, les États, mais pas seulement. Et donc, c'est une juridiction que je vais qualifier de civile, par commodité, hein. Ou peut-être que je devrais dire que c'est une juridiction, pardon, qui n'est pas pénale. Bien. Donc, c'est une juridiction qui oppose des entités et non pas des individus et qui ne juge pas des individus comme le fait une
juridiction pénale. Bien, cette juridiction Cour internationale de justice a la compétence, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, a la compétence en matière d'application de la Convention de 1948 sur le génocide. La Convention de 1948, je le rappelle, c'est un texte qui lie les États, qui qualifie ce qu'est un génocide et qui donne aux États la responsabilité, s'il survient, de l'empêcher, de le faire cesser si nécessaire. Donc, c'est bien évidemment une procédure qui lui est spécifique à la Cour internationale de justice. La CPI, ce n'est pas la même chose du tout. D'abord, il faut rappeler que c'est une juridiction qui a été créée sous l'égide de l'Occident. Elle a jugé des affaires en Afrique, elle a jugé ce qui s'est passé en Yougoslavie, et bien évidemment, c'était aussi un instrument de pouvoir utile, pendant un temps, c'était un instrument de pouvoir de l'Occident et de l'hégémon. Par conséquent, elle a des compétences d'une juridiction pénale, c'est-à-dire qu'elle peut poursuivre les individus. Alors, en l'occurrence, elle est organisée classiquement comme une juridiction. Alors, les formes d'organisation judiciaire en matière pénale varient selon les pays. Il y a les procédures accusatoires, les procédures inquisitoires. Toujours est-il qu'il y a des principes fondamentaux qu'on retrouve partout, c'est-à-dire une séparation entre l'autorité de poursuite, c'est-à-dire le parquet, et l'autorité de jugement, qui est le juge du siège. Bien, c'est la même chose à la CPI, sachant que c'est le parquet qui poursuit, il identifie des faits, il les qualifie en tant qu'autorité de poursuite, il les soumet à la juridiction et ces faits, qualifiés ainsi par le parquet, sont discutés devant la juridiction de jugement, avec débat contradictoire évidemment. Les personnes poursuivies par le parquet sont défendues par des avocats et au bout de ce débat contradictoire, la juridiction rend sa décision. Et cette décision, qui alors va qualifier judiciairement des faits, non plus juridiquement, vous allez voir, on va en reparler un petit peu concernant la qualification de génocide, elle va qualifier donc, la juridiction de jugement de la CPI va qualifier des faits judiciairement, et là, sa décision aura une force exécutoire. Elle sera opposable, et elle pourra entrer en voie de condamnation vis-à-vis de personnes, c'est-à-dire leur imposer des violences, à commencer par l'incarcération. Bien, donc voilà un petit peu comment on peut facilement présenter la CPI. Alors, elle se recouvre aussi d'une certaine façon, et vous allez voir de quelle façon. Alors, je vais revenir, moi, hop, à ma petite tablette concernant, eh bien, si j'arrive à m'en servir. Alors, attendez, hop, voilà, 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 voilà. Nous y sommes. Alors, la CPI, elle a plusieurs infractions qu'elle est susceptible de juger. Crime contre l'humanité, crime de guerre, crime d'agression. Tiens, coucou George Bush! Ah, il n'a toujours pas été jugé celui-là. Il ne le sera pas d'ailleurs, il mourra dans son lit avec tous les gangsters qui l'entouraient lorsqu'il a lancé son agression contre l'Irak avec toutes les conséquences que l'on connaît et qu'on paye encore aujourd'hui à Gaza. C'est une des conséquences de cette agression de 2003. Mais aussi le génocide. Alors, le génocide, qui est une catégorie juridique qui a été définie par la Convention de 1948, est aussi une infraction de la CPI. Donc, la définition telle qu'elle a été adoptée pour la Convention de 1948, utilisable par la Cour internationale de justice, a été intégralement est intégralement utilisée par la Cour pénale internationale. Le crime de génocide est un crime, par conséquent, qui est justiciable de cette juridiction. C'est très important. Et quand je dis que ce sont les éléments de la définition telle qu'elle est prévue par la Convention de 48. Je vous renvoie à ma vidéo précédente faite avec l'ami Alexis Poulain. Par conséquent, c'est bien cette définition avec tous les éléments constitutifs. Je vous les rappelle: meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou morale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions
existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Bien. Et pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait la volonté de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Détruire en tout ou partie. Bien, moi, vous connaissez mon analyse, je considère que ces conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a les éléments matériels, que je viens d'énumérer, et il y a l'élément moral qui est celui de l'intention, qui est établi par toutes les déclarations et toutes les mesures qui ont été prises par l'État israélien dirigé par M. Netanyahou et son ministre de la Défense, M. Yoav Gallant, qui font partie des personnes dont on a sollicité, si je comprends bien, parce que bon, il y a un peu de confusion, hein, dont on a sollicité, mais je vais revenir sur cette notion de sollicitation par le parquet de la CPI, dont on a sollicité la délivrance à leur égard d'un mandat d'arrêt. Bien. Donc, voilà pour ce qui concerne la question de la CPI et des infractions qu'elle est susceptible de juger. Alors, retour, hop, non, c'est pas ça. La petite tablette, la voilà. Bon, alors, j'ai commencé cette vidéo avec un extrait sous-titré de la déclaration du parquet, du procureur auprès de la CPI, qui est assez clair concernant les caractérisations des faits qui sont reprochés. Et là, j'ai mis la partie qui concerne les faits qui sont reprochés à Netanyahou et à Galland. Non pas parce que je minimise ou que je veux ne pas parler de ceux qui ont été commis par le Hamas ou dans le cadre de ce qui s'est produit le 7 octobre, mais qui a été documenté et dont on sait de quoi il s'agit. Là, c'était pour montrer que toute la défense qui a été mise en avant depuis des semaines pour dire, en particulier en France, il n'y a pas de génocide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de génocide. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de génocide, ça on l'a entendu, la tautologie permanente, très peu de réfutation ou de discussion et des arguments à la Finkielkraut disant parler de génocide est anti-juif ou Michel Onfray disant bah, il n'y a pas de génocide parce que les Israéliens n'ont pas bombardé à coups de bombe atomique comme ils l'ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Je schématise à peine. Bon, donc voilà pour ce qui concerne la réalité de cette situation. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le procureur de la CPI, sachant que la CPI est une juridiction qui a été créée par un traité, lequel traité, c'est le traité de Rome, auquel ont adhéré de très nombreux pays. On était au départ à 170, et puis c'est redescendu après. Là, je renvoie de nouveau à ma vidéo précédente. Toujours est-il que un grand nombre de pays sont tenus par leur adhésion à ce traité de Rome et doivent appliquer les conséquences des décisions juridictionnelles qui ont été prises par cette institution. Alors, le problème, c'est que le parquet a donc considéré qu'il y avait des éléments, alors je vais utiliser la formule française, des éléments graves et concordants, permettant de penser que des crimes justiciables de la CPI ont été commis, et par conséquent, il en demande les poursuites. Et il a sorti cette demande à l'encontre des dirigeants du Hamas, au nombre de 3, et à l'encontre des dirigeants israéliens d'une demande de mandat d'arrêt. Alors, on a beaucoup entendu le parquet a prononcé des mandats d'arrêt. Non, le parquet ne prononce pas des mandats d'arrêt. Le parquet, c'est une autorité de poursuite. C'est une des parties à la procédure. Par conséquent, il n'a pas les pouvoirs de porter atteinte aux libertés, il n'a pas de pouvoir juridictionnel direct. Il doit solliciter des mesures. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des procédures en droit français, mais enfin, je veux dire, une fois qu'il y a une décision exécutoire, il peut la faire exécuter, mais avant, c'est le juge qui décide si on met quelqu'un en prison ou pas. C'est le juge qui décide si on délivre un mandat d'arrêt, ce qui veut dire que toutes les institutions, tous les États qui peuvent procéder à l'arrestation des personnes
à l'encontre desquels un mandat d'arrêt a été émis doivent l'arrêter pour le remettre à la juridiction. Bien. Donc, le parquet a sollicité, a demandé que l'institution juridictionnelle de juge du siège de la CPI prennent la décision de délivrer ce mandat d'arrêt. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs, il y en a tellement, je ne sais plus. Enfin bon, c'est une chambre préliminaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une procédure qui est propre à la CPI, elle applique les principes de la procédure pénale, mais bon, elle est parfois assez différente de celle que je connais bien. Toujours est-il que c'est cette partie de la CPI, cette partie juridictionnelle, qui pourrait délivrer les mandats d'arrêt. Bien. Donc, la situation actuelle, très importante, c'est que le parquet, renonçant enfin à l'application des doubles standards, parce que je l'ai déjà dit, la CPI a surtout servi à poursuivre des gens que l'Occident souhaitait voir poursuivis, ça vaut pour Vladimir Poutine. Toujours est-il que aujourd'hui, la mécanique est lancée. La mécanique est lancée. Donc, prochaine étape, et ça c'est très important, ce sera, et ce sont des conséquences immédiates, ce sera l'émission ou pas. L'émission ou pas de mandats d'arrêt à l'encontre des 3 dirigeants du Hamas et à l'encontre des 2 dirigeants de l'État israélien. Alors, il y aura débat, bien évidemment, et le juge juridictionnel, la chambre préliminaire, décidera ou pas de lancer ces mandats d'arrêt. Alors, les conséquences de ces mandats d'arrêt, ben, écoutez, c'est très simple, c'est-à-dire que toute personne à qui la compétence de la CPI est opposable, la France, qui a adhéré. Alors Israël n'est pas membre du traité de Rome, les États-Unis non plus, la Russie non plus, mais il y a un grand nombre de pays qui le sont. Je vous l'ai dit, autour probablement de 130, c'est-à-dire que dès lors que éventuellement l'une des personnes, on est à 5, 3 pour le Hamas, 2 pour Israël, sont sur le territoire de leur État, dès lors que les mandats ont été délivrés, doivent procéder à l'arrestation. C'est tout. Hein, à l'arrestation. Donc, ça va limiter les possibilités de voyage de ces personnes. Alors ça, ce sont les conséquences à court terme. Conséquences à court terme, enfin à court terme et moyen terme, bien sûr. Conséquences à long terme, c'est que ces procédures vont se poursuivre. Et le débat contradictoire va se dérouler avec échange, avec échange d'arguments, avec plaidoirie, avec expertise, etc. Donc, c'est d'ailleurs très intéressant, c'est que le parquet a fait ce travail déjà en amont, non pas de débat contradictoire, mais il a fait un travail d'établissement des faits. Et c'est très intéressant dans la vidéo que je vous ai passée un petit peu plus tôt. Il dit, voilà ce qu'on a constaté. En particulier, ce qui m'a frappé, c'est l'histoire de la famine organisée. C'est moi qui la qualifie comme ça, ce ne sont pas les termes qu'il emploie, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Il y a tout un tas d'autres choses qui sont invoquées et il explique, j'ai entendu des témoins, il y a des experts qui sont venus, je pense que j'avais vu les témoignages de ces médecins qui ont été à Gaza, qui ont essayé de procéder à des opérations, qui ont travaillé dans les hôpitaux et qui racontaient ce qu'il en était. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu encore récemment, sans que l'armée israélienne ne bouge une oreille. Ces bandes, ces hordes de colons ou autres qui viennent détruire les camions qui amènent de l'humanitaire, quand on voit des enfants qui viennent détruire les jouets pour les enfants de Gaza, probablement entre 10 et 15 000 morts, des estropiés, des amputés à vif, sans qu'il ait été possible d'obtenir des anesthésiques. Tout ça, on le voit, et tous les jours, le monde entier le voit d'ailleurs. Je pense que l'effondrement de la réputation morale d'Israël, mais il est abyssal dans le reste du monde, sauf malheureusement dans des pays comme le nôtre qui sont accrochés de façon euh, très triste finalement à un soutien de l'insoutenable. Alors, voilà pour ce qui concerne cette procédure, à la suite de quoi
lorsque la procédure contradictoire sera commencée, elle ne l'a pas été pour l'instant, lorsque la procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'on aura les positions des défendeurs, les positions des personnes poursuivies. Ça vaut pour le Hamas, ça vaut pour Netanyahou et Galan. Eh bien, la procédure va par conséquent se dérouler. Ça va prendre, on s'en doute bien, énormément de temps. Cela étant, c'est un événement très important parce qu'il va y avoir des conséquences politiques considérables. Je pense considérables. D'abord, c'est l'abandon, enfin, par la CPI du double standard. On ne peut pas continuer à critiquer, on ne peut pas continuer à donner des leçons en permanence à la terre entière au nom de la démocratie dont on prétend être porteur pour ensuite, dès lors que ces démocraties se comportent de façon génocidaire, pesons nos mots, eh bien on ne peut pas, et qu'on ne bouge pas, on ne peut pas poursuivre dans cette direction. Euh, Deuxième conséquence, parce que la situation entre le Hamas et Israël est de ce point de vue différente. Le Hamas, il y a le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu, y compris des fake news, il y a eu des informations, il y a eu bon, beaucoup de choses, mais on peut savoir que pardon, ça s'est déroulé le 7 octobre. Alors, il y a la question, par exemple, c'est d'abord parce que c'était une attaque militaire, hein, pas oublier ça, une attaque militaire sur le plan juridique contre les forces israéliennes en uniforme, légitime. Légitime au plan du droit international, ils sont colonisés, ils ont la possibilité de se défendre. Après, les formes qu'ils utilisent, c'est une toute autre affaire. Par conséquent, ils se sont battus, ils ont lancé une offensive contre des forces israéliennes. Mais au passage, il y a eu des meurtres de civils, il y a eu des crimes contre des civils, et ça, c'est du crime contre l'humanité. Les enlèvements d'otages, c'est aussi un crime de guerre et un crime contre l'humanité, puisque cela était probablement programmé. Je n'ai pas le détail de l'ordre du jour du Hamas ce jour-là, mais clairement, ils avaient l'intention de prendre des otages. Ils ont dit après qu'ils n'avaient pas l'intention de faire abattre des civils. Bon, ça, ce sont les enquêtes, ce seront les débats qui le démontreront, si oui ou non cette position est justifiée. Mais en ce qui concerne les otages, ils vont avoir du mal à dire on n'avait pas l'intention de prendre des otages. Or, ça, c'est un crime. C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, en application. Ah oui, j'ai oublié de le dire, ça, parce que j'ai parlé de la Convention de 48 sur les génocides, mais crime de guerre et crime contre l'humanité, qui font aussi partie, je les ai cités tout à l'heure, des compétences de la CPI, ces infractions sont prévues par les conventions de Genève. Bien. Donc, en ce qui concerne le Hamas, disons que le travail va être en grande partie circonscrit à ce qui s'est passé le 7 octobre. Le problème avec Israël, c'est que Israël, ça fait 7 mois, bientôt 8, que ça dure, que le massacre de Gaza se poursuit, avec, et puis au vu au sud de tout le monde, totalement assumé d'ailleurs, avec tout ce dont on a déjà discuté, avec ce que le procureur de la Cour pénale internationale a relevé, et par conséquent, ça va être assez complexe pour les deux personnes poursuivies, pas du tout sûr que ça se limite à ces deux-là qui sont quand même les grands opérateurs. Hein. Yoav Galan, il a fait un communiqué disant aux soldats, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez y aller. Il a dit également, ce sont des animaux humains, donc aucune précaution à prendre. Quant à Netanyahou, je veux dire, c'est un véritable florilège avec la fameuse histoire d'Amalek, et il n'est pas le seul. Hein, quand on voit les Ben Gvir, les Smotrich, ou je ne me rappelle plus les noms de tous, Eliaou, je crois, et qui sont des suprématistes néofascistes, quoi. Enfin, c'est terrible. D'un racisme parfaitement assumé, des brutes. C'est le Smotrich qui, dès qu'on le contrarie, dès qu'il rencontre quelqu'un dans la rue, il sort son flingue. C'est assez impressionnant. Donc, malheureusement, c'est ce qu'est devenu Israël aujourd'hui et c'est fort triste. Par conséquent, la partie qui concerne les poursuites qui vont peut-être se poursuivre. Les poursuites vont se poursuivre. Après les demandes du procureur, je pense que c'est plus que probable. Enfin, on verra. Hein. Après, c'est la procédure qui s'applique. Puis ce seront bien évidemment des questions politiques. Tout ça fait que politiques qui viendront peser sur le juridique et sur le judiciaire. Tout ça indique que le dossier
d'Israël et par conséquent de Netanyahou et de Yoav Gallant est particulièrement lourd. Alors, je parle de ces deux-là en me disant, pourquoi est-ce que ça démarre aujourd'hui? Il y avait des pressions, il y a une bande de sénateurs américains mafieux qui a dit vos familles, on sait où elles habitent, enfin, l'horreur que ce pays est capable de produire. Je parle des États-Unis en la circonstance. Mais là, est-ce que, je veux dire, le fait que ça se déclenche maintenant n'est pas aussi lié à ce que la question du maintien de Benjamin Netanyahu au pouvoir, cette question est posée? Possible. Possible qu'on essaie de trouver une solution comme ça pour sortir de ce qui est une impasse. C'est une impasse militaire. La stratégie d'Israël a échoué, quoi qu'on en pense. L'éradication du Hamas, comme dit Villepin, c'est une utopie. Et il est indispensable de trouver une solution, de sortir de ce qui est un épouvantable massacre, et non pas en disant ce qu'a dit Salman Rushdie, en disant bah oui, s'il y avait un État palestinien, on aurait un État dirigé par le Hamas, et qui serait un État taliban. On répond à Monsieur Salman Rushdie, au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour lui, que ben, justement, si c'est l'absence d'État palestinien qui fait probablement qu'on a aujourd'hui le problème posé par le Hamas. Alors, donc, euh, voilà pour ce qui concerne les solutions politiques éventuelles qui sont peut-être concoctées dans certaines chancelleries. Je pense qu'il y en a une autre très importante, c'est le débat sur le génocide. C'est le débat sur le génocide. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à propos du débat en France, qui est assez lamentable. Moi, j'ai dit, je donnais ma position, je l'ai documenté, je l'ai argumenté au plan du droit international. Nous sommes en présence d'un génocide. C'est la qualification juridique qui s'impose. J'insiste sur le terme qualification juridique, qui est distincte de la qualification judiciaire. C'est quoi leur différence? La qualification judiciaire, c'est lorsqu'une juridiction a été saisie de la question et qu'elle a pris une décision ayant force exécutoire, une décision définitive, voie de recours épuisée. Ça, c'est une qualification judiciaire. Mais en attendant, la qualification juridique est recevable. Et elle est recevable dans le cadre, bien évidemment, de ce qui se passe à la CIJ entre l'Afrique du Sud et Israël, mais elle est recevable dans le débat politique. Elle est recevable dans le débat politique, hein, et il faut en débattre, non pas en disant que comme il ne se passe rien en Cisjordanie, c'est Michel Onfray, ça, comme il ne se passe rien en Cisjordanie, ce qui est faux, hein, ce qui est faux. Il y a eu 400 morts avant le 7 octobre, depuis le 1er janvier 2023, et il y en a eu 500 depuis le 7 octobre. Mais surtout ce qui se passe à Gaza, venir dire, ah ben non, comme il ne se passe rien en Cisjordanie, c'est pas un génocide. Et si, c'est un génocide. Il y a des éléments qui l'établissent. C'est de ça qu'il faut discuter. Moi, je suis tout à fait prêt et ouvert à la discussion, mais qu'on vienne me réfuter les arguments. Non, il n'y a jamais eu de restriction de l'alimentation des populations de Gaza. Qu'on vient de me dire, ça n'est pas vrai, ce sont des montages. Lorsqu'on voit la population israélienne venir détruire et empêcher, détruire les camions d'aide humanitaire et empêcher l'alimentation de passer sans que l'armée n'intervienne. Je veux qu'on m'explique que ce sont des mensonges, que ce sont des constructions. Je veux qu'on me dise, lorsque Benjamin Netanyahou parle d'Amalek et nous allons leur faire ce que, rappelez-vous ce qu'on nous a fait, on va leur faire la même chose, c'est pas ce qu'il a dit exactement. Alors je sais bien, on va venir me dire, ah mais non, on va faire des exégèses mot pour mot. Non, c'est très clair. Donc, oui, ben j'ai mal compris, j'ai mal entendu, j'ai pas entendu les mêmes choses que tout le monde. Il n'y a jamais eu les déclarations sur les médias communautaires chez nous où des dirigeants militaires ou civils viennent revendiquer l'éradication du peuple palestinien de la Palestine. Voilà. Bon, donc, très bien, débat pour la qualification juridique. Ça en fait une question très directement politique. Et c'est la raison pour laquelle ce débat il doit être mené. Donc, j'insiste, qualification juridique, qualification judiciaire, ça n'est pas la même chose. La CPI va probablement à terme sanctionner ceux qui ont commis ce génocide. Je pense qu'elle va le faire et je dirais que j'espère qu'elle va le faire compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, mais ce sera à ce moment-là une qualification judiciaire.
Le temps de la justice, c'est long. Mais là, on est dans le temps de la politique. Et on est dans le temps de la nécessité de faire cesser ce massacre. De faire cesser ce massacre qui, alors moi je le pense, amène Israël à sa perte, tout simplement. Bien. Mais surtout fait subir au peuple palestinien une abominable tragédie. Donc, la notion de génocide est le levier politique permettant de dire stop, cessez ce massacre. Arrêtez votre folie, arrêtez cette fuite en avant, hein, et venons en aide enfin au peuple palestinien. Voilà. Donc, ces quelques observations que j'entendais faire, comme d'habitude, j'ai été trop long. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Donc, restez à l'écoute, bien sûr. Et puis, je vous dis à très, très bientôt dans un monde qui change, mais un monde où les conflits sont durs actuellement et ce monde, cette planète traverse probablement une épreuve globale dont j'espère qu'elle ne sortira pas trop abîmée. À très bientôt.